Alors, toujours à Lecture et Châtiment, CBL 101.5 Radio Montréal. On a avec nous sur le plateau ce matin Héloïse Lepage. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres parce que vous publiez dans les dernières semaines Petit Tableau, un premier roman publié chez XYZ. Un roman assez troublant, je dirais, qui rappelle un peu la plume acerbe qu'on avait dans Geneviève Peterson, dont on vient de parler. 2 romans écrits par des femmes, des romans dérangeants, où on suit l'histoire d'Annecy, une femme qu'on va suivre en 3 temps, que ce soit son enfance élevée par sa mère qui est dans le domaine de la prostitution, son incursion à elle dans ce même domaine-là, quel drôle de mot j'ai utilisé, et par la suite, dans un 3e temps, elle qui élève ses enfants, qui essaie de sortir de la drogue, de la prostitution et de ses fréquentations un peu houleuses et douteuses. Et tout ça, c'est fait comme c'est comme si on avait pris ces trois pans de vie-là et on les avait brassés dans un sac et ça nous est servi un peu épars comme ça, comme des petits tableaux, de là le titre. D'abord, Héloïse Lepage, je dois vous demander d'où vient l'idée de ce premier roman-là. D'où est-ce que on vous voit ici en studio, c'est dur de faire le collage entre cette histoire et vous. Donc, d'où vient cette idée, cette femme, ce personnage qui est si fort, qui est celui d'Annecy? D'abord, oui, effectivement, j'ai souvent ce genre de réaction-là quand les gens me rencontrent. Ils vont dire, elle a l'air à bien aller, ça a l'air de quelqu'un qui est de bonne humeur. Effectivement, je suis à l'opposé du personnage. J'ai pas vécu ce qu'Annecy a vécu. Par contre, j'ai travaillé beaucoup dans les milieux défavorisés. Quand j'étais jeune, je travaillais dans les piscines extérieures et j'étais dans la piscine extérieure qui était la plus défavorisée de la ville. Donc, très proche des enfants. Hein. C'est un milieu où c'est gratuit. Donc, les enfants viennent passer l'été avec nous. On voit par le fait même les enfants, les adultes, les parents qui gravitent autour. Ensuite, j'ai été enseignante avec les jeunes raccrocheurs. Donc, c'est une clientèle qui avait entre 15 et 22 ans. C'était une école qui avait vraiment une vocation qui était particulière. Les étudiants venaient en classe quand ils voulaient. On avait enlevé tous les règlements, tous les irritants d'une école régulière. Donc, c'était vraiment l'école de la dernière chance. On essaie de les rattacher au modèle d'une façon différente. Et c'était un enseignement qui était en individualisé. C'était des grandes classes avec une 50aine d'étudiants. On était 3 enseignants en avant, puis ils venaient poser des questions quand il y en avait besoin. Donc, ça faisait un lien qui était particulier avec les étudiants. Beaucoup de confidences, beaucoup d'échanges. Et on travaillait en parallèle avec les parents, des coups de téléphone, des rencontres. Donc, ça a donné que j'ai baigné dans ces univers-là de gens qui n'avaient pas le même univers que moi. Donc, l'inspiration est venue de là. Et aussi, quand j'allais à l'université, j'habitais le coin Ontario-Panay. Donc, puis moi, je dis bonjour à tout le monde. Fait que je croisais mes filles, des fois, c'était des travestis aussi. Bonjour. On jasait un peu. Donc, c'est un univers qui a toujours été autour de moi. Puis je trouve que c'est un univers qui est intéressant parce que l'instinct de l'humain qui est là, hein, il y a un instinct de survie, une volonté de vouloir s'en sortir, mais parfois, on n'a pas les outils pour le faire. Et donc, ce personnage d'Annecy est arrivé quand? Je veux dire, à travers tous ces univers-là, on la voit très facilement se construire, mais cette idée de roman, qui était en dormance un peu, quand est-ce que Annecy s'est vraiment cristallisé pour vous? Moi, c'était quand j'étais à l'université, on devait rédiger... En études littéraires? En études littéraires, oui, effectivement. Il y avait un cours qui était de la création littéraire avec André Carpentier, qui est auteur aussi. Puis, je suis pas super organisée dans la vie, donc dernière minute, un matin avant le cours, c'était mon tour de présenter. C'est sûr que c'est des projets qui sont toujours en macération, là, des personnages qui nous habitent, mais vraiment, je l'ai écrit, j'ai mis mon cadran 3 heures avant, j'ai écrit une courte nouvelle où Annecy était en scène. C'est de là vraiment que le personnage est apparu. Mais de dire que c'est une personne X qui m'a inspirée, non, c'est vraiment une accumulation de différentes choses autour de moi. Et ça s'est fait dans un jet d'écriture. En 2 heures, on rédige, on présente. Et d'ailleurs, cette nouvelle-là a été publiée dans XYZ, la revue de la Nouvelle littéraire. C'est M. Carpentier qui m'avait dit, faites signe après la classe, viens me voir, il dit ça. On publie, fait que ça a été mon plus beau cadeau. Donc, une nouvelle rédigée en retard se ramasse en revue et en roman, rien de moins. Donc, le cliché du premier roman autobiographique, hein, ça s'applique pas tellement. Mais vous mentionnez, là, c'est dans le livre, dans votre biographie, vous êtes mère aussi vous-même. Donc, je sais pas si est-ce que ça a influencé aussi votre écriture? Oui, ça a influencé mon écriture dans le sens où ce roman-là, c'est particulier parce qu'il a été écrit sur plusieurs années. J'ai pas écrit
spécifiquement là-dessus pendant plusieurs années, mais il a été en dormance. Il y a eu la nouvelle, on l'a déposé. Après ça, bon, j'avais envie d'écrire un autre truc, on le redépose. Des fois par petits tableaux, par petits jets. Et les moments où qui sont les plus durs avec David, je les écris avant d'être mère. Parce que je ne sais pas si j'aurais eu le même regard. Tu sais, moi, mon fils, c'est l'histoire d'amour de ma vie, tu sais. Fait que je ne sais pas si j'aurais été capable d'avoir cette relation-là. Mais j'ai repris le roman parce que moi, depuis que je suis toute petite, je veux écrire un livre, je veux écrire. C'était clair dans ma tête. Mais c'est un projet qui est facile de garder dans l'hypothétique, dans le sens où si on se dit oui, je vais écrire plus tard, ben ça reste vrai. Mais la minute qu'on l'essaie, on se confronte à ce que ça soit non, hein, parce que l'aboutissement, c'est la publication. Donc, si tu te fais dire non pour une publication, ton rêve d'écrire un roman est arrêté. Et c'est la naissance de mon fils que je me suis dit, mon Dieu, est-ce que c'est l'exemple que je veux laisser à mon enfant? Essaie pas par peur de l'échec. Alors que c'est le contraire. Essaie, fonce jusqu'à temps que tu puisses réussir puis voir ton rêve. Donc, en congé de maternité, j'ai repris le roman. J'ai dit, là, ça y est, ma date butoir, fin de mon congé de maternité, il faut qu'il soit déposé aux maisons d'édition. J'ai une date butoir maintenant, donc j'ai plus le droit de laisser filer. Puis à ce moment-là, j'ai écrit dépôt. J'ai déposé le vendredi avant de commencer le lundi le travail. Donc, oui, ça a été un moteur, mais ça a changé. Les tableaux que j'ai écrits, c'est beaucoup où elle essaie de s'en sortir. On essaie d'amener ça vers le positif, où elle essaie d'être plus adéquate. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il n'y avait pas comme un petit plaisir aussi, un espèce de plaisir coupable à écrire la mère que vous n'êtes pas? Oui, parce que c'est toujours des prolongations, ça c'est sûr. Hein? Puis tu sais, nos enfants viennent nous chercher. Là. Le mien va avoir 2 ans bientôt et il y a des belles démonstrations de ce qu'un enfant de 2 ans est capable de faire. Fait que c'est sûr que ça vient chercher. Mais effectivement, oui, d'aller loin de soi, ça amène beaucoup la création. Puis ça permet d'enlever la pudeur, hein, parce que ça, c'est un roman qui nécessairement, il ne faut pas avoir de pudeur, hein, ça va très loin. Donc, plus on va loin de soi, oui, moi, par rapport à mon processus de création, moins j'ai de pudeur, effectivement. Mais non, on parle ce matin là, sur ce ton bon enfant-là, de ce roman-là. Surtout, tu parlais des moments où, avec David, où sont plus difficiles, que tu as écrit avant la naissance de ton enfant. Mais je pense que pour le bien-être des auditeurs, il faut en lire un bout pour cerner vraiment là, à quel point ce roman peut être dérangeant. Donc, il est en train de dîner avec sa mère et Marie-Célestine, la plus petite, est assise à la table. Bébé, il dîne et il parle. En 2 bouchées, il nous explique qu'il a été nommé le joueur le plus utile à son équipe, qui sera le capitaine cet après-midi. Je l'ai vu dans ses yeux. Jamais je n'ai eu le « je t'aime » aussi facile avec lui. David parle, même la bouche pleine. 7 microsecondes dans ses yeux. Je m'approche de Marie-Célestine et je la gifle. Une étoile rouge de 5 doigts apparaît sur sa joue. Elle se met à pleurer très fort et très mal. « Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? » me demande David. 2 fois comme sa grand-mère. Je ne voulais pas que tu penses que j'avais raté mon coup juste avec toi. Et ça, ces moments-là, là, que j'ai encore des frissons à leur lire pour la 8e fois, c'est parsemé dans ce bouquin-là. Ça revient toujours nous montrer à quel point ce personnage est instable, a un besoin de saisir et cerner son utilité dans ce bas monde. C'est vraiment fascinant. Donc, pour les auditeurs, vous voyez, ce bouquin-là, il y a quelque chose de vraiment dérangeant, troublant, mais en même temps lumineux. C'est le fun de voir comment qui a été écrit, créé. Caroline? Mais c'est vrai que ça oscille entre des grands moments émouvants, ne serait-ce que quand elle va avec son fils dans le tableau 924, où elle est là devant la dame et dit « mais j'ai plus mes papiers pour mon bébé, il est malade » et tout ça. Puis en même temps, la dame qui est en face de lui, c'est ça qu'elle a à lui donner comme réponse. Comme on dit, tu peux pas sauver toute la misère du monde. Ça, j'ai trouvé ça assez intense parce que dans la situation dans laquelle elle vit, c'est troublant. Et la personne qui la reçoit, c'est des gens comme ça qu'elle a toute la journée. À un moment donné, elle peut plus, cette dame-là non plus. Et puis, on commence page 13. Je me masturbe avant d'aller travailler, c'est ma routine. J'atteins un faible orgasme, le genre qui déçoit. Je me lave les mains et le visage. Mes joues accueillent l'eau du robinet, comme un gendre accueille sa belle-mère, sans agrément, avec obligation. Je peux vous dire que quand j'ai commencé ça, j'ai dit « ok ». Et donc c'est pour ça que j'en avais parlé à une autre personne, j'ai dit « ouais, c'est dérangeant, c'est troublant ». Je me dis « punaise, c'est quoi ?» Puis c'est ça, tu grinces des dents, t'es content, tu réfléchis, t'as vécu ça. Donc je sais pas après comment vous avez organisé tous ces petits tableaux, si on a encore d'autres dans le tiroir. Comment ça s'est passé la construction après ? Oui, la construction, c'est ça. J'ai beaucoup écrit parce que moi, j'aimais l'idée que chaque tableau est complet en soi. Hein? Chaque tableau raconte une histoire. Pardon. Donc, ensuite, c'était
il y en a plusieurs qui sont apparus naturellement dans une certaine lignée, mais oui, il a fallu faire un travail de qu'est-ce qu'on met avant, qu'est-ce qu'on met après, comment construire le récit. Il faut, parce que moi, tout est clair, mais le lecteur, en bout de ligne, il n'a pas Annecy dans sa tête comme moi je l'ai, n'a pas l'histoire de A à Z. Hein? Surtout. C'est ça. Puis des fois, il faut aller chercher, là, est-ce qu'elle est avec Luc à ce moment-là? Elle est avec qui? Faut vous faire confiance à la lecture de ce roman-là. Oui. Vraiment. C'est ce qui est fascinant. Il faut faire confiance au lecteur, il faut faire confiance à sa volonté de comprendre, mais en même temps, un lecteur qui aura envie de prendre un des petits tableaux à la fois peut le faire aussi. Donc, à ce moment-là. Mais non, j'ai beaucoup joué, beaucoup jonglé avec l'idée, je mets ça avant, après. Puis j'aimais l'amener quelque part, un peu dans les scènes où la rupture avec Céleste, puis qu'ensuite on voit le tableau où elle est petite avec Céleste, de ressentir que cette amitié-là, c'était une amitié qui était très profonde, mais en même temps qui est malsaine. Donc, est-ce qu'Annecy, est-ce que c'est pour construire ce personnage-là, vous disiez que vous l'aviez dans la tête, est-ce que vous avez un peu construit toute sa biographie, est-ce que vous avez est-ce que vous aviez un peu tout ça en tête, bien au-delà de ce qu'il y avait dans le roman? Ouais. Oui et non. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent en cours d'écriture, donc puis qui demandent des fois à aller faire des ajustements dans d'autres tableaux. Mais je suis pas quelqu'un d'hyper organisé, donc c'est beaucoup plus intuitivement au niveau de l'instinct des tableaux qui apparaissent. Puis ces tableaux-là peuvent apparaître n'importe où. Là. Je peux être dans le train, au travail, puis il y a quelque chose qui m'apparaît. Ça ferait un bon tableau, on le note. J'ai des cahiers de notes, cahiers de notes. Puis des fois, il y a des trucs, c'est moins pertinent, on va s'en servir pour un autre projet ou des choses comme ça. Mais la biographie, clairement, de A à Z, non. Il a fallu que je fasse l'exercice avant de le remettre, de mettre les tableaux en ordre pour voir si ça faisait du sens, que tout fonctionnait. Mais je l'ai jamais pensé de A à Z. Non. Donc, quand vous avez mis ces tableaux en ordre-là, donc dès le départ, vous aviez en tête de mettre tout ça mélangé. Ça a été écrit vraiment là, de façon éparse, comme on les lit. Oui. Donc, pour vous, pourquoi c'était cette façon-là qui était la seule façon de construire votre roman? C'est la façon dont m'est apparu le récit. Je sais même pas si c'est moi qui ai fait le choix ou si le récit qui m'est arrivé de cette façon-là. À l'origine, c'est la nouvelle. Hein. En fait, la nouvelle, c'est des extraits de petits tableaux d'eau. Donc, je trouvais que ça allait bien pour la suite du roman au complet par la suite. Donc, non, j'ai de la difficulté à répondre à cette question-là dans le sens que ça m'est arrivé. Puis, j'ai pas questionné, j'ai embarqué, puis j'ai foncé. C'est vraiment des tableaux qui font entre la demi-page et le 2-3 pages gros maximum, mais ils sont vraiment mélangés de sorte que on sait jamais vraiment s'il y a des moments cruciaux, que ce soit la naissance de Marie-Célestine, que ce soit quand Céleste, sa meilleure amie, ils se séparent un peu, elle et Annecy, ou encore elle est avec Luc ou avec son autre copain. Donc tout ça, à chaque nouveau tableau dans lequel le lecteur embarque, on a toujours une phrase ou deux à dire on est où là vraiment. Puis parfois à la fin de la lecture, on voit que c'est pas essentiel de placer ça, placer telle ou telle information. Même le destin de Céleste va rester toujours un peu brumeux tout au long de la lecture jusqu'à la toute fin. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, c'est des fils qu'on va pas nécessairement raccorder à la fin, mais qu'on accepte de s'embarquer. C'est vraiment une construction intéressante. Puis, j'ai cité une phrase tantôt d'un des tout premiers tableaux. Puis du coup, après, je regardais direct si j'en avais pour un paragraphe, une page ou deux. C'est comme si j'avais comme une préparation à faire avant de le lire. Passer le cas du dérangement qui n'en était pas un, mais c'est sûr que tu commences par ça au début de ta lecture, tu dis ok, j'en ai 100 après. Donc c'est vraiment très intéressant. Puis vous n'avez pas peur aussi, je ne sais pas si tu voulais en parler tout à l'heure, le coup de la gifle avec l'enfant, de toutes ces choses-là. Il y a plein de choses dont des fois on n'ose même pas les énumérer ou y penser, ne serait-ce que de se sentir coupable. Donc ça c'est aussi très intéressant. Sur la morale, sur toutes ces idées-là, je trouvais ça très intéressant. En fait, le jeu permet de s'éloigner de la morale. Parce que le jeu, on comprend que la gifle, finalement, c'est un geste qui est inacceptable, mais la gifle reste un geste d'amour par rapport à David. Tu sais, quand il fait ça, c'est inadéquat, on voit que c'est quelqu'un qui est pas capable d'exprimer ses émotions. Ouais. Mais le jeu, sans tomber dans l'explicatif, parce que moi, ça m'emmerde d'expliquer, puis je pense que j'explique pas bien. De toute façon, à l'écrit, ça devient lourd. Mais le jeu permet de pas être dans l'explicatif et de comprendre le geste quand même. Sans l'excuser, sans le cautionner, mais on comprend le geste. Pour revenir au truc déconstruit, puis quand tu disais, Jérémy, on comprend pas toujours où on est situé, je le vois aussi comme quand on se raconte une anecdote, on va pas resituer.
Tu sais, quand on raconte à quelqu'un, « Hey, il m'est arrivé tel truc. Oh, ça me rappelle... J'étais avec lui, mon enfant était né. » C'est ça, j'étais dans une fête à des amis, il est arrivé telle chose. Ben, on cherche pas à resituer. À chaque fois, on va dire, là, t'avais quel âge à ce moment-là? Est-ce que t'avais fait ça? Donc, je trouve que ça se rapproche encore plus de la réalité. C'est ce qui fait que c'est encore plus vrai, à mon avis. Quand je l'ai écrit, c'était ma façon d'aller vers le vrai, parce que c'est complètement de la fiction. Donc, c'est ma façon d'entrer en contact avec le vrai, la réalité. C'est plus proche de comment la mémoire fonctionne aussi. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Mais vraiment une construction très, très intéressante. On poursuit cet entretien avec Héloïse Lepage dans quelques instants. On s'en va écouter Montréal-40 de Malajube. Alors, toujours à Lecture et Châtiment, sur les ondes de CIBL Radio Montréal 101.5 FM. Moi, j'ai tout dit ça dans le désordre, mais l'essentiel était là. Nous sommes toujours avec Héloïse Lepage, l'auteur des Petits Tableaux, premier roman publié chez XYZ. On parlait tout juste avant d'aller en musique. J'ai bien aimé ce jeu dans lequel on était capable de se dissocier, ou du moins, sans nécessairement expliquer, mais on acceptait plus facilement cette psychologie totalement détractée du personnage qui est Annecy. Est-ce que ça aussi, ça s'imposait, le jeu était essentiel dans l'écriture de ce bouquin-là? Oui. Dès que les tableaux sont arrivés, c'était naturellement au jeu? Oui, clairement. Puis d'ailleurs, la première phrase que Caroline nous a lue, une petite assez marquante. Je l'ai relue beaucoup de fois. Je m'en fais beaucoup parler de cette phrase-là. C'est beau. Puis, tu sais, souvent, les gens vont dire c'est la première phrase du roman, alors que c'est pas la première phrase. Hein. Il y a un tout petit tableau avant. Ouais. Puis, les gens vont me dire, on l'oublie, ce tableau-là. Oui. Mais effectivement, je m'en fais beaucoup parler de ce jeu-là. Puis, je pense que justement, la première phrase vient assumer que c'est un jeu qui est complètement sans tabou, c'est un jeu qui est libre de dire tout ce qu'il veut, comme un vrai jeu, dans le fond. C'est pas un jeu qui est censuré, puis... Il est campé dès le départ, ça. Effectivement. Et ce qu'il y a de fascinant dans ce bouquin-là, on parle beaucoup depuis tantôt des moments dérangeants de ce jeu-là un peu dans lequel on tente d'expliquer ces malaises-là qui sont créés dans le bouquin. Et c'est drôle parce que moi, on m'a approché avec celui-là, c'est une collègue qui arrive, puis je pense qu'elle m'a fait lire 3-4 passages vraiment là, malsains comme celui que je vous ai lu. Puis à toute fois, j'étais comme, mais mon Dieu, c'est quoi ce roman-là? Mais au final, quand on lit d'un couvert à l'autre, il y a tous ces moments lumineux-là. On voit, oui, la construction de cette fille-là avec sa mère qui est totalement débauchée comme elle et qui ne promet absolument rien, et on voit qu'elle suit comme cette suite logique d'idées-là, mais après ça, elle tente de s'en sortir, et ça, j'ai trouvé ça fascinant quand vous avez dit que suite à votre maternité, c'est là que un tout autre pan de l'histoire s'est amené. Ça n'aurait pas du tout été le même roman si ça n'avait pas été de cette réécriture-là ou de ces nouveaux tableaux-là. Non, effectivement, ça n'aurait pas été le même roman. Est-ce qu'il y avait cette idée-là, avant la maternité, de dire, il faut qu'il y ait une porte de sortie, il faut aller ailleurs? Oui. Ah oui, clairement. Moi, la première idée dans la nouvelle, c'est qu'elle devait être capable de dire « je t'aime ». Elle devait être capable de se rendre jusque-là. Puis c'était d'ailleurs, si on veut, la chute de la nouvelle, dans le sens où elle n'y arrive pas, mais pour moi, c'est important qu'elle y arrive. Ce roman-là, tu sais, il y a des gens qui vont me parler de la prostitution, que c'est dérangeant, tout ça, mais moi, je trouve que c'est vraiment un roman sur la force de l'être humain, sur ce que tu reçois, t'essaies de faire ta vie avec ce que tu reçois, puis je pense que tout le monde essaie de faire son mieux. Il y en a qui peinent à le faire, il y en a qui ont plusieurs échecs avant d'y arriver, il y en a qui malheureusement y arriveront pas ou du moins ils seront pas satisfaits de ce qu'ils ont fait. Mais pour moi, je voulais qu'MC... Pour moi, c'est important qu'il y ait de l'espoir, qu'il y ait du positif dans cette histoire-là, qu'il y ait de la lumière, carrément. Il y a des très belles images comme la balançoire qui fabrique des étoiles. Enfin, il y a vraiment des très beaux titres aussi. Des fois, on a hâte. Puis quand on voit les petits tableaux de feu, d'eau, il y a aussi toute une corrélation. Tu sais, quand tu lis une cohérence à travers ces tableaux-là. Ouais, tu lis ça, tu dis « Ah, ok, d'accord, l'eau, tac, le feu pour ça. » Non, c'était vraiment très intéressant. Passer la page 13 et de se dire « Ce n'est qu'une phrase, tout va bien se passer, tout va bien aller. » Question totalement anodine, mais quand même, chacun de ces tableaux-là, de ces nouvelles-là, sont numérotés de chiffres à n'en plus finir. Oui. Pourquoi et quels sont c'est pas tableau 1, 2, 3, là, comme Caroline le disait tantôt. Là, 960, 124, ça fait... 200, 403, 02, la grande rupture. Pourquoi? Ça vient d'où? Ben, c'est vraiment simple. Puis il y a des gens qui le voient tout de suite. Ah il y a des gens qui le verront jamais. On est donc épais. C'est droit devant. En fait, vous voulez savoir? Ben oui, on veut c'est des dates. C'est tout simplement des dates. 83. Parce que si vous arrivez au dernier tableau, il est décortiqué. C'est là où on voit, il est séparé avec des tirets. C'est drôle, hein, parce qu'il y a puis c'est là qu'on voit comment l'esprit fonctionne ou tout ça. Il y a des gens qui
pourront pas lire sans avoir compris ça, ça va les fatiguer. Mais moi, je le voyais aussi beaucoup comme des numéros de série, un peu comme si on a mis un numéro de série à nos souvenirs. Il est daté, il est placé quelque part, mais c'est des dates, effectivement. Et donc, tout ça concorde, vous avez tout vérifié que les dates fonctionnaient, l'ordre chronologique dans ce désordre de tableau-là? Oui, c'est là où, quand je vous disais à la fin, j'ai fait l'exercice de tout remettre en ordre, ben c'était pour que ça soit cohérent avec... Mais vraiment, j'ai passé totalement à côté. Moi, Moi, les chiffres, de toute manière. Oui. Ben, moi, la première, je pense qu'en tant que lectrice, je l'aurais pas vu. J'aurais laissé filer ça, je l'aurais pris comme un numéro de série. Puis rapidement, parce qu'on arrête de lire le numéro quand on voit pas le lien. C'est ça. Et je me demandais, le temps file toujours trop rapidement dans ces entrevues. Il y a, à travers ce bouquin-là, on se demande, je ne peux pas vous demander quelles sont vos influences littéraires pour vous amener à avoir cette plume si acerbe, si dérangeante, ce besoin d'un peu choquer le lecteur. Qu'est-ce que vous lisez les soirs de semaine? Moi, je lis de tout. Vous avez fait des études littéraires, d'ailleurs? Oui. Puis, le tour des classiques, ça a été fait. Oui, effectivement. On n'a pas le choix de les faire, on les fait. Donc, oui, autant des classiques, autant beaucoup de littérature québécoise aussi. Jean Ducharme, Maxime Olivier Moutier. J'ai trop difficile ces questions-là à répondre parce qu'après ça, on repart et on dit j'aurais dû nommer lui. Des femmes, Nelly Arcan, évidemment. Il y a quand même au niveau de la prostitution, il y a quelque chose qui est là aussi. Marie-Hélène Soudain le Minotaure. Poitras, c'est ça. Beaucoup. Dernièrement, Vicky Gendreau, qui a une plume magnifique. Donc, c'est inspirant. Et c'est des milieux qui sont inspirants aussi. Les univers visités, c'est des milieux qui sont inspirants pour ce type de roman-là. Mais vraiment, je lis de tout. Des scénarios, des pièces de théâtre, des revues à potins, n'importe quoi, je lis de tout. Donc, on est vraiment là, les auteurs que vous avez nommés, Moutier, Arcan et Gendreau, on est vraiment dans des univers connexes à ce qu'on a découvert dans les petits tableaux. Et là, ça l'a germé, il y a eu un congé paternité, il y a eu une nouvelle publiée dans une revue, il y a eu un premier roman, et là, on en est où? Est-ce qu'il y a encore des tableaux qui traînent dans des tiroirs? Il y a encore des projets? Il y a un autre projet qui est complètement différent à celui-là. Je suis vraiment la première étape qui est prise de notes sur des bouts de papier, sur des calepins. On met ça dans un fourre-tout, on laisse macérer un peu. Donc, oui, j'aimerais ça en écrire un deuxième, c'est sûr et certain. On aimerait bien en lire un deuxième, je crois. Élise Lepage, je fais un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'était vraiment... merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous, c'est vraiment un plaisir partagé. Gros merci. Et nous, la semaine prochaine... On reçoit Brigitte Bouchard, l'éditrice de Notabilia. L'ancienne éditrice des Allusifs. Oui, donc... Un parcours vraiment fascinant du monde de l'édition et une façon de découvrir des textes serbo-croates comme tu les adores. Oui, comme je les adore. Effectivement, il y a beaucoup de libraires qui sont fans de Brigitte Bouchard et beaucoup de lecteurs là, aussi qui la suivent. C'est un de ces rares passages à Montréal. On a la chance. C'est une vraie éditrice. Oui, alors, on a hâte, en tout cas, si vous la connaissez pas, de vous la faire découvrir. En tout cas, c'est une dame passionnante quand elle parle de littérature. Passionnée et passionnante, oui, effectivement. Absolument. Est-ce qu'on a déjà décidé du livre qu'on lisait au procès? Ou On va en lire une coupe. On vous en reparle. D'ici ça, passez une belle semaine de lecture. Allez lire, il y a la DS et Mouche à feu, il y a Élise Lepage, les petits tableaux, plein de bouquins. Il en manque jamais de lecture. D'ici là, restez dans vos livres et on se revoit la semaine prochaine. Allez,